Говорит Москва. Je crois aux forces de l'esprit. Pour aller amuser la galerie. There is no alternative. Des astres, l'alignement des astres. Aber das ist die Auffassung des Bürgertums. Time will tell. Russe Europe Express, Jacques Sapir. Clément Olivier. Should I stay or should I go? Vous connaissez la formule, vaut-il mieux partir ou bien rester? C'est ce que chantait The Clash au début des années 80. C'était une dizaine d'années après l'adhésion de leur pays, le Royaume-Uni, à ce qui était à l'époque la communauté économique européenne. Étrangement prémonitoire, sans le vouloir et sans le savoir, Joe Strummer et ses gars s'égosillaient ainsi sur le refrain. If I go, there will be trouble, but if I stay, it will be double. Si je pars, il va y avoir des problèmes, mais si je reste, ce sera 2 fois pire. Alors 35 ans plus tard, vous me voyez venir, c'est un peu la situation dans laquelle se trouve Theresa May. En difficulté sur les modalités évidemment du Brexit, les négociations avec Bruxelles pédalent un peu dans la choucroute au point qu'on commence à se demander si une sortie sans accord pourrait avoir lieu. Alors qu'est-ce que cela implique? Que faire du cas nord-irlandais? Et puis finalement, est-il vraiment possible de quitter l'Union européenne? Bienvenue à tous, vous écoutez Russe Europe Express. Bonjour Jacques Sapir. Bonjour Clément. Avec nous aujourd'hui pour en débattre, Anne Massé, bonjour. Bonjour Clément. Délégué général du think tank Confrontation Europe. Et en face de vous, Jeremy Stubbs, bonjour. Vous êtes le chef des conservateurs britanniques ici en France. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Alors, Jacques Sapir, votre biais d'intro, on connaît votre critique des institutions européennes, mais disons que ces jours-ci, personne n'a vraiment envie d'être à la place de la première ministre britannique. Oh non, c'est vraiment, comme on dit, être sur la sellette qui était d'ailleurs le siège qu'occupait l'accusé dans un procès devant le Parlement dans l'Ancien Régime. Alors oui, la question aujourd'hui se pose. Un accord, même à minima, pourra-t-il être signé entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sur ce que l'on appelle le Brexit? Les problèmes se concentrent aujourd'hui sur la question de la frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, qui est britannique. C'est un point délicat pour Madame May, la première ministre britannique, car son gouvernement, en fait, ne tient que grâce au vote de 10 députés unionistes d'Irlande du Nord. Mais allons peut-être un petit peu au-delà des apparences. Et si les négociations piétinaient aussi à cause de la rigidité d'une partie des négociateurs de l'Union européenne? Bref, est-ce que l'Union européenne y met réellement du sien? Lui n'y met pas du sien, comme vous y allez. Alors oui, on le sait, si vous voulez, c'est une connaissance assez ouverte, qu'il y a des responsables de l'UE, pas tous, mais il y en a, qui ne se sont pas cachés pour dire qu'il faut faire payer aux Britanniques leur audace de vouloir quitter l'Union européenne. Cela en dit long sur la mentalité qui sévit à Bruxelles. Très clairement, la volonté démocratique du peuple britannique ne semble pas compter pour ses dirigeants. D'ailleurs, on en a aujourd'hui un autre exemple avec le rejet du budget italien par la Commission européenne. Donc, il est possible que le Brexit ait lieu sans accord. Alors, on nous prédit à ce moment-là une forme d'apocalypse. Les Français devraient faire la queue devant les consulats britanniques pour obtenir des visas. Les avions ne pourraient plus ni atterrir ni décoller. Bref, à ce tableau, il ne manque que les pluies de sang et les invasions de sauterelles. Tout ceci est très excessif et très surjoué. Excessif et surjoué. Pourquoi, Jacques Sapir? Alors, c'est simple. Si les mouvements de personnes seront certainement contrôlés, ils ne devraient pas l'être plus qu'entre la France et la Suisse, un pays qui lui aussi ne fait pas partie de l'Union européenne. Et nul n'a intérêt à provoquer justement ces catastrophes que l'on nous promet en cas d'absence d'accord. En effet, il faut savoir que des pays dont les économies sont importantes dans l'Union européenne, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la France, font une grosse partie de leur commerce extérieur avec la Grande-Bretagne, qui réciproquement fait aussi une grosse partie de son commerce extérieur avec les pays de l'Union européenne. Money time, comme on dit en anglais, et à un moment ou à un autre, ces intérêts finiront par se faire entendre. Il est donc plus que probable, et même certain, que les grands pays de l'Union européenne, qui ont beaucoup à perdre en cas de blocage des échanges, interviennent auprès des institutions de l'Union européenne pour faire adopter une politique du « comme si ». Les échanges continueront comme si un accord avait été trouvé, même sans accord formel. Et la possibilité donc d'une forme de statu quo par la force des choses, donc c'est ce que vous nous dites. Néanmoins, les difficultés sont bien réelles. Oui, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des problèmes véritables. Quel sera en particulier le futur de la place financière de Londres ?
Une partie du problème, d'ailleurs, est liée à la réglementation européenne, ce que l'on appelle le passporting, qui interconnectait les différents marchés et surtout les différentes institutions, les banques, les sociétés d'assurance, etc. Il est clair que cela ne sera plus le cas. Pour autant, les marchés financiers ne seront pas déconnectés. Il n'y a d'ailleurs pas d'accord du type passporting entre les pays de l'Union européenne et Wall Street, entre les pays de l'Union européenne et la place de Singapour, voire entre les pays de l'Union européenne et les bourses chinoises. Et pourtant, on sait très bien que les transactions financières se font, et se font d'ailleurs de manière tout à fait fluide, tout à fait normale, avec ces places financières. Donc, on peut penser qu'on finira aussi par trouver sur ce point toute une série d'accords, qu'ils soient formels ou informels. On parle aussi d'un coût important pour l'économie britannique. Effectivement, il y a eu des études sur ce point, mais ces études sont très souvent très peu fiables et très nettement politiquement orientées. Ce fut le cas, par exemple, de l'étude qui avait été réalisée avant le référendum de 2016 par la Banque d'Angleterre. Une étude dont la Banque d'Angleterre elle-même a reconnu que les hypothèses avaient été volontairement aggravées et qu'il ne fallait pas conférer à cette étude plus d'importance qu'elle n'en avait. Les Britanniques ont appelé d'ailleurs tout ceci le fameux projet peur, le Project Fear, dans la période qui avait précédé le référendum. En fait, s'il y a des avantages et des pertes, et il devrait y en avoir d'ailleurs, que ce soit pour la Grande-Bretagne comme pour les pays de l'Union européenne, donc s'il devait y avoir des avantages et des pertes, ils devraient être équilibrés ou peu s'en faut, même dans le domaine de la finance. Il n'est pas dit qu'il y aura un exode des spécialistes pour venir dans l'Union européenne. Je pense en particulier à ceux qu'espèrent les responsables de la Bourse de Paris, voire les responsables de la Bourse de Francfort. Il me semble que leurs espérances sont très exagérées. Si certaines firmes financières, en effet, réduisent la voilure sur Londres, d'autres, au contraire, ont réalisé, depuis le vote de 2016, des investissements importants en Grande-Bretagne. Et alors, au final, Jacques Sapir, le cœur de la question, pour vous, il est donc politique plutôt que purement économique. Oui, c'est une évidence. Le véritable problème se posera pour Madame Theresa May. Elle est confrontée dans son propre parti à la contestation de ceux que l'on appelle les partisans du Brexit dur. Elle sera certainement obligée de composer si elle ne veut pas perdre le contrôle du parti conservateur. Et du côté des travaillistes, on reste silencieux, mais avec une excellente raison. Quoi qu'on puisse penser de la décision du Brexit, il y a eu, et c'est évident, un vote démocratique. Et cela, la majorité de la classe politique britannique l'a intégré. Or, il faut savoir que ce sont les classes populaires qui ont le plus voté en faveur du Brexit. Que les conservateurs se déchirent aujourd'hui sur le Brexit, voici qui ne peut que plaire à Jeremy Corbyn, le patron du Labour. Il se dit qu'il y a une opportunité pour lui à saisir, mais qu'il faut justement, pour qu'il puisse la saisir, que le Brexit ait lieu. En fait, une fois l'hypothèque du Brexit levée, la situation pourrait bien évoluer rapidement et reposer le problème, justement, de la présence des conservateurs au gouvernement. Et oui, sauf que le parti de Jeremy Corbyn n'exclut plus d'envisager une forme de Remain, potentiellement un nouveau vote. Alors on va y revenir naturellement un peu plus tard dans cette émission. D'abord, avant d'entrer dans le débat, c'est bien de rappeler aussi, en plus de tout ce que vous avez dit, Jacques Sapir, que le Royaume-Uni a finalement toujours eu en fait une espèce de place à part dans l'UE. Il a été exempté d'adhérer à l'euro, il n'a jamais été dans Schengen. Des cas d'exception comme le fameux I Want My Money Back de Margaret Thatcher qui avait obtenu satisfaction. Faut aussi rappeler que c'est le général de Gaulle qui avait longtemps bloqué l'accès de Londres à l'Europe. Alors pourquoi je rappelle tout ça ? Parce que vous évoquez une forme de statu quo. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas finalement une forme de retour à la normale, Anne Massé, dans ce vote ? Je vous pose la question parce que j'imagine bien sûr que vous allez me dire non, je le fais de façon volontairement provocante, même si c'est quelque chose qu'on pourrait avoir du mal à voir quand on a le nez dans le guidon de l'actualité tumultueuse. Non mais vous avez raison, on ne va pas être d'accord sur tout, mais c'est pour ça que vous m'avez invité. Mais déjà, le premier point qui est extrêmement important pour tous, c'est que le peuple britannique a décidé par référendum en juin 2016 de
quitter l'Union européenne. Alors, on peut trouver ça très bien ou le regretter. Toujours est-il que c'est une décision démocratique et que tout le monde doit la respecter et la prendre en considération. Et sur ce sujet, donc le Royaume-Uni doit devenir un pays tiers. Quitter l'Union européenne, ça veut dire devenir un pays tiers. Donc, être un pays tiers, ça ne peut pas être la même chose que avoir un pied ou les deux pieds dans l'Union. Non, ça doit être absolument différent. Et donc, du coup, il ne s'agit pas, y compris pour les dirigeants européens à Bruxelles, de punir le Royaume-Uni. Absolument pas. Pas plus d'ailleurs que la Commission européenne a voulu punir les Italiens. C'est d'ailleurs pas la Commission européenne qui a défini les règles en matière de budget, pardon de faire cette incidence, mais comme vous l'avez introduite, ce sont les États membres eux-mêmes qui ont décidé, les chefs d'État et de gouvernement, à l'unanimité, en juin dernier, justement, que l'Italie, que ces règles s'appliqueraient. Si ensuite ça a été confirmé par les ministres de l'Union en Conseil en juillet dernier, et l'Italie avait d'ailleurs donné son accord. Donc voilà, la Commission européenne, c'est un petit peu facile toujours de la considérer comme bouc émissaire, mais l'Union européenne, qui décide, ce sont avant tout les États membres et le Parlement européen. Mais donc, ce qui est important surtout, c'est qu'il ne s'agit pas de faire payer les Britanniques. Ils ont décidé de sortir, ils ne peuvent pas avoir les mêmes avantages que ceux qui sont dedans. Or, ils aimeraient bien en fait, finalement. Ce que nous propose une Theresa May avec son plan des Checkers, c'est de rester dans l'union douanière et le marché intérieur, donc de continuer à bénéficier de tous leurs avantages sans contrepartie. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus contribuer au budget de l'Union, qui est pourtant la nécessaire solidarité des avantages du marché intérieur, ni respecter les règles de la Cour de justice de l'Union européenne, qui sont les règles attachées à ces relations, ni même d'ailleurs les 4 libertés, puisqu'ils veulent conserver la liberté de circulation des marchandises, mais pas celle de la liberté de circulation des personnes. Alors évidemment, beaucoup d'entreprises, vous avez raison Jacques Sapir, beaucoup d'entreprises, y compris en Europe, voudraient en tout cas ne pas introduire de friction, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et ces frictions peuvent être très problématiques dans les relations d'affaires, surtout quand les chaînes de valeur sont fragmentées et présentes un petit peu partout. Donc ils aimeraient bien qu'il n'y en ait quasiment plus du tout, ou plutôt qu'il n'y en ait aucune qui soit rétablie. Mais attention, et là, tous les Européens sont unis. Attention à ne pas sacrifier pour des intérêts de court terme, d'affaires, des objectifs plus fondamentaux, c'est-à-dire l'Europe, c'est-à-dire l'intégrité du marché intérieur. L'Europe, ça n'est pas simplement un marché, c'est un projet politique d'intégration. Bien sûr, Jeremy Stubbs, ce Checkers Plan que Anne Massé décrit un petit peu comme le beurre et l'argent du beurre. Qu'est-ce que et le sourire de la crémière. Est-ce que c'était un petit peu le rêve de Margaret Thatcher, finalement, ce Checkers Plan? Votre avis? Je ne vois pas de lien avec Margaret Thatcher. Ce qui est sûr, c'est que le projet Checkers fait 100 pages et peu de gens ont lu ces 100 pages. Et il est vrai qu'en France, dans la langue française, on a cette expression très commode, le beurre et l'argent du beurre, qu'on répète depuis 2 ans, sans voir de quel beurre il s'agit exactement et de quel argent. Prenons cette idée que l'Union européenne ne veut pas faire payer le Brexit aux Britanniques. Nous ne pouvons pas vraiment savoir quelles sont les intentions des chefs européens, parce qu'il faudrait pouvoir lire dans leurs pensées et même sans projeter ses propres pensées. Mais regardons leurs actions. D'abord, il s'agit bien de payer. Il y a de l'argent à payer. Ça, c'est des milliards. La exit fee, la facture de clôture. Oui, en même temps, toutes ces expressions-là sont peut-être pas très justes dans la mesure où il ne s'agit pas d'une facture. Il y a des choses qu'il faut payer. Et Londres l'a reconnu. Mais c'est plus de 36 milliards de livres, oui, ça fait. Beaucoup plus. Plus de 40 milliards d'euros, oui. Oui, la question de tout ça, en fait, c'est l'ordre des négociations. Et je vous dis tout de suite, moi, dans le référendum de 2016, j'ai voté contre la sortie. Pourquoi ? Parce que je savais qu'on allait se retrouver dans cette situation. Et dans cette situation de négociation, le Royaume-Uni, en dépit de toute sa grandeur, etc., est dans une situation plutôt de soumission.
Et sortir de cette situation est extrêmement difficile. En quoi s'agit-il d'une soumission ? D'abord, c'est, comme je le disais tout à l'heure, l'ordre des négociations. D'ailleurs, même la question de la frontière européenne dépend de l'ordre des négociations. Pour parler un peu crûment, l'approche de Bruxelles, c'est le fric d'abord. On négocie l'argent, on négocie d'autres points. Bon, il y a des choses où ils se sont montrés flexibles, mais essentiellement, c'est le fric d'abord. L'article 50, si on le lit, si on prend le peine de le lire, il y a des choses intéressantes dedans, et pourtant, il est très très court. Mais on ne le lit pas en entier, je pense, très souvent. Cet article nous dit qu'on négocie le retrait en tenant compte de la relation future, en tenant compte. Alors ça, en français, la version française, c'est un participe présent. C'est deux choses en même temps, on pourrait dire. Tandis que l'approche de l'Union européenne, et elle a réussi à imposer cette approche, c'est de dire, bon, on va dire un mot dans le traité de retrait, dans l'accord de retrait, là-dessus, mais pas plus. Et en ce moment même, toute la difficulté, c'est de mettre dans ce premier accord suffisamment de choses pour garantir l'avenir. Le Royaume-Uni veut mettre plus de choses dans cet accord, l'Union européenne le moins possible. Anne Massé, le fric d'abord, nous dit Jeremy Stubbs. Alors justement, en fait, c'est important de rappeler que dans cet accord de retrait, il y a déjà certains points qui ont été tranchés. Le premier, c'était pas le fric d'abord, même si celui-ci est important, puisque ça va avec, mais c'était d'abord les droits des citoyens. Donc les droits des citoyens, il y a un peu plus de 3 millions de citoyens européens sur le sol britannique. Il y a, je crois, 1 million de citoyens britanniques sur le sol de l'Union européenne. Et donc, c'est le premier point, c'était la priorité absolue du négociateur en chef. Ça n'a toujours pas été réglé. Union Tandis que européenne. le fric a été réglé. Alors, on va laisser Anne Massé finir. Alors, question de fait. Alors, pour l'essentiel, et le fric, on peut dire, n'a pas été complètement réglé dans ce cas-là non plus, puisque dans ces cas-là, on peut dire la même chose. Voilà, beaucoup de choses ont été tranchées, pas absolument tout. Mais ça a été la première préoccupation du négociateur en chef de l'Union européenne, Michel Barnier. La deuxième est effectivement la question financière. À partir du moment où on s'est engagé sur, et vous le disiez vous-même, voilà, sur un certain nombre de programmes qu'on fait ensemble et qu'on va continuer à faire ensemble, eh bien, il y a forcément une contrepartie financière de solidarité naturelle. Et donc, la question n'est pas complètement tranchée, même si vous avez évoqué un montant. Et le troisième, c'est la frontière... irlandaise, mais on va y revenir. Mais l'autre point qui était important aussi, c'était effectivement l'article 50, qui dit bien en tenant compte de la relation future. Et donc, ce qui est prévu, et vous avez indiqué les positions de négociation, elles sont naturelles. Donc, l'Union européenne, qui ne voulait pas du tout aborder ce sujet, a quand même dit il y aura une déclaration politique. Et ce serait de l'ordre d'une dizaine de pages. Le détail sera négocié donc dans un deuxième temps, donc une fois qu'on se sera mis d'accord sur l'accord de retrait, donc en 2019. Et il mettra énormément de temps de toute façon ce détail, donc on ne peut pas tout négocier maintenant. Et on sait bien que même avec l'accord de transition, ça mettra des années. Jérémy Stubbs, vous voulez dire 2 mots, et puis je voulais repasser la parole à Jacques Sapir après dans un instant. Si on regarde l'ordre historique des sujets traités, je le répète, c'est bien, on a évoqué tous les sujets, mais c'était le fric d'abord. La question irlandaise est devenue importante il y a à peu près 1 an. Et elle est devenue la question la plus importante et même la seule pierre d'achoppement aujourd'hui. Qui fait dire à Guy Verhofstadt que 0% est négocié. Oui, Guy Verhofstadt, c'est un brave homme, mais je ne crois pas qu'il ait une vision très exacte des choses ici. Il est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Une formule forte, oui. Oui, le problème avec les formules fortes, c'est que nous sommes dans un paysage complexe où ces formules fortes n'ont aucune place. Mais il n'a pas tort de dire que tant que rien n'est négocié, tant que tout n'est pas négocié, rien n'est négocié. Et on est quand même dans cette situation-là. Même si, non, je ne crois pas. On a quand même beaucoup progressé à, disons, 90%, mais ce qui reste est essentiel. Ou bien, oui, vous avez l'air, de nous dire que c'est une tautologie. Jacques Sapir. Alors, moi, ce qui m'étonne,
ou disons ça ne m'étonne pas réellement parce que je sais malheureusement comment fonctionnent les institutions européennes, mais ce qui m'étonne en apparence, c'est le fait qu'on n'arrive pas à trouver avec la Grande-Bretagne un accord du type de celui qui lie l'Union européenne à la Norvège, pays qui a refusé par 2 reprises de faire partie de l'Union européenne, à la Suisse, etc. Donc là, je pense qu'on peut parler en fait d'une mauvaise volonté de la part de l'Union européenne. Il était simple de dire, voilà, il y a des pays qui sont géographiquement en Europe et qui ne font pas partie de l'Union européenne. Pour autant, ces pays sont logiquement dans une relation de bon voisinage avec l'Union européenne. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, et ça me semble effectivement très intéressant, c'est cette importance qui a été mise sur les questions financières. Alors oui, étant économiste, je serais le dernier à dire que les questions financières ne sont pas importantes. Néanmoins, les questions financières veulent dire que l'Europe, ce n'est qu'un grand marché. Et si l'on dit que l'Europe est un projet politique, discours que je peux tout à fait entendre, à ce moment-là, il ne faut plus mettre l'accent sur les questions financières. Là, il y a une contradiction très forte dans la position européenne. Et là, je pense que ce qui pose un véritable problème, c'est que l'Union européenne ne peut pas dire à la fois nous ne sommes qu'un grand marché, et donc il va falloir régler les dispositions de ce grand marché, et dire « Ah oui, mais nous sommes aussi un projet politique ». Non, il faut savoir qu'est-ce qui l'emporte l'un sur l'autre. Et je crois que là, il y a une contradiction qui est fondamentale dans l'Union européenne et qui, du fait, existe depuis le traité de Maastricht. Le troisième point qui me semble extrêmement important, c'est le point justement sur, d'abord, les pouvoirs de la Cour de justice de l'Union européenne. Est-ce que la Cour de justice de l'Union européenne peut avoir une compétence supérieure à la compétence des différentes cours des États membres? Si l'Union européenne est une organisation internationale, ce qui est son statut légal, ce n'est pas le cas. Dans une organisation internationale, tous les pays ont les mêmes droits. Vous savez, c'est le fameux droit des gens, comme on disait au XVIe et au XVIIe siècle, et il ne peut pas y avoir un droit supérieur aux droits des gens. Ou alors l'Union européenne se vit comme une fédération en devenir, mais ça veut dire que les peuples européens doivent être, je dirais, consultés sur cette question. Ils ont été consultés en 2005. On se rappelle leur réponse, en particulier en France. Donc voilà, là il y a un vrai problème. Le dernier point, sur la question de la liberté des marchandises par rapport aux autres libertés. Alors, excusez-moi, madame, mais cette liberté des marchandises, c'est la règle dans l'OMC. Donc, on voit bien qu'il n'est pas possible, ne serait-ce que juridiquement, d'imposer les autres libertés par rapport à cette liberté des marchandises. Ou alors, il faudrait aller jusqu'au bout du raisonnement, jusqu'au bout de la logique, et dire l'Union européenne ne reconnaît pas les règles de l'OMC. Donc c'est ça, je dirais, l'ensemble des problèmes qui sont posés, et on voit bien que ces problèmes, en réalité, ne font que révéler les contradictions internes qu'il y a dans l'Union européenne. Anne Massé, pas mal de choses. Une mauvaise volonté de l'Union européenne. Je vous laisse beaucoup répondre. de points et je vous remercie. C'est extrêmement précieux de pouvoir les clarifier. Alors déjà, pourquoi est-ce que le Royaume-Uni aurait pas un statut comme celui de la Norvège ? On rappelle, la Norvège n'est pas dans l'Union européenne, mais c'est l'espace économique européen. Donc en fait, elle a accès à l'union douanière et au marché intérieur. Simplement, elle contribue en partie au budget, déjà. Donc les Britanniques ont dit non, on ne veut pas contribuer au budget de l'Union européenne. Donc déjà, problème. Et deuxième problème, pour lesquels les Britanniques ne veulent absolument pas, c'est qu'ils veulent pouvoir avoir leur mot à dire sur ces règles-là. Or, la Norvège n'a pas son mot à dire, elle l'a accepté pour les règles de l'Union européenne. Donc en fait, ce sont la plupart des Britanniques, ou en tout cas le vote britannique, qui est interprété comme ne permettant pas vraiment
une option Norvège ou même Norvège plus. C'est pas complètement exclu, mais enfin on voit bien qu'il y a des problèmes énormes. Premier élément. Deuxième élément, la question financière. Vous le disiez, Jacques Sapir, ne veut pas dire, et c'est ça qu'on traite d'abord, donc ça veut dire que l'Europe est un grand marché. Bon, alors déjà, c'est pas ce qu'on traite d'abord, mais la question financière n'est pas égale à marché privé. La question financière en Europe, c'est aussi un budget. Un budget, même s'il reste pas énorme, il est extrêmement important parce qu'il symbolise cette solidarité et donc cette volonté c'est d'action vous-même qui tout à l'heure avez lié justement l'argent et le marché. Je n'ai fait que reprendre vos propres termes. Bien sûr, c'est un triangle. Donc on a le marché intérieur, le budget. Donc ça, c'est pas autre chose, et la Cour de justice. Mais donc du coup, ça c'est important parce que ce budget commun, il représente une forme de solidarité. Et justement, pour moi, c'est pas une contradiction de l'Union européenne. Ou plutôt, on touche à l'origine de l'Union et des pères fondateurs qui ont voulu justement, par l'intégration, par des solidarités de production concrètes, très concrète, donc interdépendance y compris économique en mettant en commun ou autre, finalement, ne plus jamais rediviser les frontières et ne plus jamais se faire la guerre. Donc oui, les deux sont extrêmement imbriqués et c'est ça qui fait d'ailleurs toute une partie de beauté, à mon sens, du projet européen. Et pardon, il y avait encore beaucoup d'autres éléments, mais je vais essayer de faire rapidement. On connaît un peu le principe qui est celui de la primauté du droit de l'Union européenne sur le droit national, qui a été posé par la jurisprudence de cette même Cour de l'Union européenne. Rappelez simplement que ce droit, il n'est pas imposé, mais décidé par les États membres eux-mêmes et le Parlement européen. Mais ce qui compte surtout, c'est quoi ? C'est que même si ce principe a été posé et encore valable en droit communautaire, eh bien, un certain nombre d'États, même au sein de l'Union européenne, je pense à l'Allemagne, mais il y en a d'autres aussi, ont décidé que, en tout cas, la loi fondamentale allemande, donc la Constitution, primait malgré tout. Et donc ça, c'est un élément important parce que au sein de l'Union, même si c'est un projet de coopération et même d'intégration, eh bien, il est extrêmement important d'être unis, mais dans la diversité. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième, vous disiez, mais comment se fait-il du coup que pour la liberté de circulation des marchandises, eh bien, on ne veuille plus la respecter alors que c'est la règle de base de l'OMC. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est effectivement la règle de base de l'OMC. Simplement, on s'est rendu compte que les obstacles, ils ne sont pas que de nature droit de douane ou restriction quantitative, ils sont aussi de nature réglementaire. Et c'est ça, en fait, que le marché intérieur a réussi progressivement, et encore pas complètement, très très loin de là, à lever. Et en fait, donc c'est toute cette nature réglementaire que les règles de l'OMC ne règlent pas, et qui pourtant sont extrêmement précieuses. Alors, il y a toute une série d'autres accords qui font partie de l'OMC qui néanmoins s'attaquent à ces règles. C'était une chose. Et je voudrais, pour nos auditeurs, préciser que ce à quoi Madame faisait allusion, c'est la fameuse décision de la Cour de Karlsruhe de 2009 qui dit explicitement qu'il n'y a pas de peuple européen, il n'y a que des peuples en Europe. Alors, c'est vrai qu'on est un petit peu parti dans un débat sur qu'est-ce que l'UE. C'est une très vaste question sur laquelle chacun peut aussi avoir un petit peu son avis, puisque il faut quand même dire que l'Union européenne, c'est ce qu'on appelle une création sui generis. C'est une institution qui est unique en son genre, qui n'existe nulle part ailleurs. Donc voilà, il peut y avoir différentes interprétations aussi. Moi, j'aimerais bien revenir à l'avis du Britannique. Est-ce que vous avez peur de cet apocalypse que certains décrivent d'un scénario catastrophe en cas de sortie sans accord? L'apocalypse. Le problème avec l'apocalypse, qui n'aura probablement pas lieu, c'est que ça fait partie d'une stratégie de négociation. Il faut le dire des deux côtés, c'est une très mauvaise stratégie. Ça rappelle une des stratégies de la guerre froide de l'ère nucléaire qui s'appelait, selon les Américains, brinkmanship. C'est celui qui ira le plus près du bord du gouffre. Et le gouffre, ici, c'est la date du 29 mars. Tout le monde sait qu'il faut qu'il y ait un accord. Et donc, qui est-ce qui fera la dernière concession au dernier moment ? Un bluff d'intimidation, c'est ça que vous nous dites ? Plus ou moins. C'est pire qu'un bluff d'intimidation. C'est-à-dire que
c'est une situation où les deux côtés sont en quelque sorte en train de bluffer. Dans un duel au pistolet, plus on se rapproche, plus on a de chances de toucher l'autre, mais plus on a de chances que l'autre tire le premier. Est-ce que c'en est là ? Je pense qu'on n'a pas besoin de métaphores. Tout dépend d'une date. On va vers cette date, et qu'est-ce qui va se passer avant cette date ? Fin mars 2019, oui. Oui, exactement. De toute façon, si on lit l'article 50, on voit que si les deux côtés sont d'accord, on peut prolonger la date de sortie si on veut. Donc l'apocalypse n'est pas obligatoire, loin de là. C'est ce qui a été proposé aussi de prolonger la période transitoire. Oui. Non, ça c'est autre chose. Il faut savoir distinguer. C'est effectivement autre chose, mais ça fait partie de la même logique. Les deux choses sont complètement différentes et cette différence est importante. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quant à la période transitoire, certaines choses ont été décidées le 29 mars. Alors la question, c'est de savoir ce qui sera décidé le 29 mars. Parce que si rien n'est décidé le 29 mars, il n'y aura pas de période de transition. Ce sera exclu. Et par définition. Exactement, par définition. Donc ça, c'est le premier problème avec l'apocalypse. Et on assiste à des rodomontades des deux côtés. Mais il faut dire que quand on regarde le comportement des leaders européens, on voit certains phénomènes comme à Salzbourg qui confirment bien le témoignage de Yanis Varoufakis, l'ancien ministre des Finances grec, qui, il faut le dire, il n'est pas de ma famille politique, mais son témoignage est très convaincant quant à l'intransigeance et l'autoritarisme au moins de certains leaders et de certains membres de la Commission. Et on voit bien que Theresa May, elle a commis des erreurs elle-même en s'identifiant trop personnellement à ses propositions. Parce que c'est l'occasion en or pour les autres de l'humilier personnellement, comme à Salzbourg, comme d'ailleurs à d'autres moments. Et actuellement, c'est vrai qu'elle ne satisfait personne. Dans toutes les formations politiques, il y a à peu près personne qui est content de faire ça. C'est un jeu politique britannique aussi. C'est un autre problème, encore une fois. Theresa May, dans ses relations avec l'Union européenne, se fait régulièrement humilier. D'accord, elle a cherché un peu, je l'admets, mais la tendance européenne, elle est bien là, elle est bien dessinée. C'est évidemment parce qu'elle se fait humilier qu'à la maison, elle est mal vue. Parce que les gens disent, mais allez-y, tape là-dessus. C'est ce que je sous-entendais. Mais ça, c'est un autre problème. On n'aurait pas tellement ce problème-là si on avait des négociations vraiment raisonnables, dignes, entre gens civilisés, en quelque sorte. Est-ce que vous avez l'impression, néanmoins, que les Britanniques font toutes les concessions et pas les Européens ? Disons que l'attitude de l'Union européenne, elle a quelque chose de divin. On disait autrefois, l'homme propose, Dieu dispose. Donc l'attitude dans la négociation de l'Union européenne a toujours été apportez vos propositions, on les regardera de près, et puis on les laissera tomber dans la poubelle. Sauf peut-être certaines qui nous conviennent. Donc ça a toujours été à la Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, d'apporter des propositions. Et plus on apportait des propositions, plus certains leaders ont dit « Mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. » Au contraire, ils savent ce qu'ils veulent. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir tout ce qu'ils veulent. Et si on avait un vrai dialogue, il y a eu des moments de vrai dialogue, je ne le nie pas, c'est pas très tranché. Mais si on avait un vrai dialogue, on aurait été beaucoup plus dans la discussion de ce qui arrange les uns et les autres, plutôt que ce qui, à mon avis, va permettre à l'Union européenne de mettre le Royaume-Uni dans une situation, comment dirais-je, on a beaucoup exagéré en parlant d'État vassal, etc., mais non pas pour nécessairement punir, mais quand même pour, je dirais quand même, assujettir, dompter. Il faut dompter le rebelle, il faut l'encadrer. Et c'est cette volonté d'encadrement qui, à mon avis, ça nuit à l'Europe elle-même.
Jacques Sapir. Oui, et ça, je pense que vous avez posé de manière extrêmement claire une question qui est d'une très 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 grande importance. C'est effectivement le fait que normalement, l'Union européenne n'est que la voix des États qui la composent. Ça, c'était au départ. Et puis, progressivement, s'est affirmé le pouvoir d'une structure politique à Bruxelles. Alors ce pouvoir, évidemment, il est contesté par les uns, il est encore imparfaitement développé, on le voit bien, mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a cette vision qui consiste à dire, eh bien, l'Union européenne, ce sont les différents États, mais c'est quelque chose au-dessus des États, et c'est la Commission européenne. Et ça, de ce point de vue-là, il y a une évolution très sensible entre la manière dont l'Union européenne était décrite dans le traité de Maastricht et la manière dont elle fonctionne aujourd'hui. Quand vous faites, dernier point, quand vous faites référence à... On repart dans un débat sur mais quand vous faites référence à ce qu'a dit Yanis Varoufakis, quand il a décrit la négociation entre la Grèce et l'Union européenne, c'était bien de cela dont il était question. C'est que Yanis Varoufakis a été confronté non pas tant à un front commun de l'ensemble des pays, mais à la volonté de certaines institutions supranationales de lui imposer quelque chose. Et je trouve qu'il est tout à fait intéressant, justement, que vous ayez fait référence à Yanis Varoufakis. Pas un secret, vous n'êtes pas du tout du même bord et vous ne pensez pas les mêmes choses, en particulier d'un point de vue économique, mais là, sur le coup, vous faites le même constat. Alors, Anne Massé. Alors, vous vous en doutez, je partage pas ces considérations. On l'a déjà évoqué, c'est-à-dire que dans toute négociation, évidemment, il y a un rapport de force forcément. Et ce qui compte surtout, c'est que l'Union européenne n'entend pas se laisser faire, parce que on a tellement à perdre de laisser quelqu'un sortir, prendre tous les avantages, Après, vous le disiez, c'est tellement britannique. Ce scénario catastrophe, il est dans l'intérêt de personne non plus. Mais bien sûr, mais c'était tellement britannique de dire il faudrait que dans une négociation, il faut qu'on s'entende et ce qui arrange les uns les autres. Mais en fait, ce que les Britanniques n'ont pas perçu, parce que c'est pas la vision britannique, c'est que l'Union européenne, c'est bien plus qu'un grand marché. C'est un marché et un projet politique. Et donc, du coup, on ne peut pas choisir comme dans un supermarché, moi je prends ça, et puis ça va, on s'entend et c'est bon. Non, ces intérêts commerciaux à très court terme, bien sûr ça va faire mal, bien sûr ça va être douloureux. On sait bien que ça va être un peu plus douloureux pour les Britanniques que pour l'Union européenne, parce que c'est une économie un petit peu plus petite, mais ce qui compte, c'est justement de ne pas donner le sentiment que chacun peut dire « Ah moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux ça ». Donc c'est le premier élément. Et une potentielle zone de libre-échange à la carte qui ne serait pas l'Union européenne, entre un statut, une special relation que le Royaume-Uni aurait avec l'UE, comme elle a une special relation avec les États-Unis. Absolument, ça va pouvoir se négocier. Ce sera dans un deuxième temps, et on l'espère justement, et c'est le but, d'arriver, parce que tout le monde y perd finalement, on le sait très bien, tout le monde y perd. Mais le but, c'est de réussir à avoir sur le moyen terme des relations d'intérêt mutuel entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Moi-même, je ne souhaitais pas que le Royaume-Uni sorte, c'est certain. Maintenant, c'est une décision démocratique du peuple britannique, donc il est normal que l'Union européenne dise à nos amis britanniques « Vous avez décidé de sortir, apportez-nous vos propositions. Comment est-ce que vous voulez sortir? Qu'est-ce que vous nous proposez ?» Et on discute sur cette base. Mais l'Union européenne a défini ses lignes rouges qui sont 1. Les 4 libertés fondamentales sont indissociables. 2. Si vous participez à l'union douanière, au marché intérieur, vous contribuez au budget, c'est la nécessaire solidarité. Et 3, vous respectez dans ce cas-là les règles de la Cour de justice de l'Union européenne. Et puis cette question également de l'Irlande qui est actuellement au centre de l'actualité. Vous allez nous dire si c'est vraiment pour vous le point essentiel. Il faut quand même rappeler qu'en 98, en Irlande, on a les accords du Vendredi Saint qui stipulent qu'il ne peut pas y avoir de frontière dure entre l'Ulster, donc l'Irlande du Nord, et la République. Mais si le Royaume-Uni quitte l'Union douanière européenne, ça veut dire qu'il doit y avoir une douane. Jeremy Stubbs. Eh bien, je ne sais pas si vous avez regardé ce vieux film du Mouron Rouge
Ça vous parle ou peut-être pas? Oui. Ken Loach. Non, c'est bien avant. Non, c'est un film, c'est une des années 40. Oui, tout à fait. Peut-être 38, 39, 40, quelque chose comme ça. Présenté en disant que vous traitiez Ken Loach de rouge. C'est bien connu. Alors, c'est l'adaptation d'un roman. Et où il y a justement un Anglais qui déjoue toutes les ambitions du gouvernement révolutionnaire français pour éliminer les aristocrates. Et c'est une sorte de James Bond de l'époque du 18e. À un moment dans le film, il dit « Ne supposez pas que vos ennemis sont dépourvus de courage et d'intelligence. » Et l'Union européenne n'est pas dépourvue de courage ni d'intelligence. Et ils ont très vite compris que la frontière irlandaise allait être la clé de la négociation pour pouvoir, à mon avis, dans une grande mesure, on verra peut-être, mais pour manipuler le résultat. Parce que tout en dépend en ce moment, tout en dépend. Et comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas seulement la question de la frontière elle-même, c'est aussi la question de ce qui est mis dans quel traité, dans quel accord. Si on regarde de près ce qui a été dit et publié récemment, la première proposition, si vous voulez bien, c'est de mettre l'Irlande du Nord du côté européen. Ça c'est clair, avec une frontière douanière dans la mer irlandaise. C'est un problème non seulement parce que, oui, Madame May dépend des unionistes de l'Ulster, mais aussi parce qu'en général, les Britanniques n'acceptent pas. Et regardons aussi, par exemple, les Écossais. Si on permet à l'Irlande du Nord de rester à la fois dans l'union douanière et le marché unique, ce qui est vraiment proposé, eh bien l'Irlande va être suivie par l'Écosse. Les Écossais, les nationalistes vont dire, eh bien nous ils ont aussi... voté massivement contre le Brexit. Ouais. Voilà. Et donc, c'est un très grand problème. Ce n'est pas seulement un détail, il ne s'agit pas uniquement d'un vote au Parlement. C'est un principe de base. D'unité territoriale, bien sûr. Oui, et donc la proposition de Mme May, c'est pendant un certain temps, de mettre tout le Royaume-Uni dans cette union douanière. Le problème, c'est qu'il faut mettre aussi toute l'Union, tout le Royaume-Uni, dans le marché unique ou dans certains aspects du marché unique. C'est curieux parce que on se rapproche quand même de Chequers. Voilà. Bien sûr. C'est curieux. En même temps, on revient au beurre et à l'argent du beurre. Parce que le beurre, ça coûte de l'argent. Le premier point ici, c'est que, en fait, l'Union européenne va elle-même suggérer que sur certains produits, sur certains marchés, on va rester intégré pendant un certain temps. Donc, il va y avoir à la fin cette collaboration. On aurait pu commencer comme ça. Le problème, c'est qu'on finit comme ça à la 11e heure. Donc, vous voyez, c'est ça le problème avec l'ordre des négociations. Et un statut spécial pour l'Irlande du Nord. Il faut rappeler qu'elle en a quand même déjà un qui est assez spécial au sein du Royaume-Uni. Les citoyens nord-irlandais, ils peuvent avoir la double nationalité avec la République. Ça, c'est à leur choix. C'est généralement les gens, évidemment, de sensibilité républicaine ou de famille catholique qui le font. Pour des Français jacobins que nous sommes, c'est quelque chose d'absolument inconcevable. C'est comme si, je ne sais pas, dans l'entre-deux-guerres, les Alsaciens pouvaient être aussi allemands. Enfin, elle a déjà un statut spécial. Est-ce que vous seriez prêt, vous, Britanniques, à lui donner un statut spécial par rapport à l'Union européenne? Le problème, là, tout de suite, c'est que la majorité des Nord-Irlandais ne veulent pas de ce statut. C'est ça le problème. Ça a toujours été le problème de l'Irlande. Donc, on va voir des choses dans les mois à venir, dans les semaines à venir. Et à ce moment-là, notre discussion aurait été, dans une certaine mesure, comme on dit, académique. En même temps, si on revient, parce que je pense que ce qui a été dit
sur l'Europe en général, sur l'idée de l'Europe, c'est quand même important ici, parce que le cas du Brexit focalise tous les avantages, tous les désavantages de l'Union européenne. On a entendu parler des pères fondateurs, et je pense que oui, il faut respecter les pères fondateurs. En même temps, c'était il y a longtemps maintenant, les pères fondateurs, tout a changé. Et le jour du référendum, en 2016, j'étais avec David Howell, Lord Howell, ancien ministre et spécialiste de l'énergie. Et aujourd'hui, grand spécialiste des affaires étrangères et du Commonwealth. Et lui, il disait que, en fait, pour lui, le marché unique, qui est en partie une création britannique, le marché unique de l'Union européenne, où tout est intégré, y compris, bien sûr, les contributions financières, qui ne sont pas uniquement destinées à l'évaluation des produits et l'établissement des normes. Tout est intégré. Il a dit, ça c'est une solution du XXe siècle aux problèmes économiques et commerciaux du XXIe. Donc ce système lui-même sera amené à évoluer. Et c'est en fait le moment, il y a beaucoup de choses à la fois, mais il faut que l'Union européenne, si elle veut survivre, il faut qu'elle réfléchisse sur ces questions-là, parce que tout est en train de changer dans notre monde. Pardon. Anne Massé, est-ce qu'on pourrait en venir à un second référendum ? Alors, peut-être juste un mot, si je peux, sur ce qui a été dit rapidement. On commence à arriver à la fin de cette émission. D'accord, alors je vais vite. Je voulais dire, de la même façon que vous disiez, Jeremy Stubbs, qu'il fallait pas sous-estimer l'intelligence des Européens, même chose, il ne faut pas sous-estimer l'intelligence des Britanniques, et on le voit bien avec le projet de Theresa May, qui nous ramène un peu de checkers avec ce projet-là. Mais vous disiez, et ça c'est important, on aurait pu avoir cette coopération, cette belle coopération tout de suite. Bref, et finalement on ne le fait pas. Mais oui, mais c'est ce qu'on disait au départ. Les Britanniques ont décidé de sortir, donc il faut bien commencer par sortir. Et ensuite, un crime. Bien sûr, et c'est pas un crime, absolument pas. Les peuples sont complètement libres de sortir, de rentrer. Oui, la c'est ça question qui de fond compte. de cette émission, c'était est-ce qu'on peut vraiment sortir de l'Union européenne ? Alors justement, on va voir, on y vient. Donc on ne sait pas encore si ce sera le 29 mars ou fin 2020, mais toujours est-il, tout le monde est d'accord que ça va être le cas. Donc on ne va pas commencer par des relations étroites directement. Il faut que ça change. Les Britanniques eux-mêmes ont demandé à ce que ça change. Il faut que ça change et c'est l'intérêt des Européens aussi. Et donc, second référendum, eh bien écoutez, il y avait il y a peu 700 000 personnes dans les rues pour demander un second référendum. Une partie du Labour, d'ailleurs, a évolué vers cette option-là. Écoutez, je pense que c'est ce qu'on indiquait. Les Britanniques ont voté. Et donc, il est peu probable que cette option-là revienne. Je comprends complètement le désarroi de 48%, parce que nos sociétés, y compris chez nous, sont très fragmentées. Le désarroi des 48% qui souhaitaient rentrer et qui trouvent que c'est pas normal que sur une décision probablement politicienne du Parti conservateur qui voulait conserver le pouvoir, eh bien, de telles décisions aussi importantes soient prises. Mais toujours est-il, on en est là. Et donc, second référendum, il y a quand même une chance, mais c'est pas la plus probable. Jacques Sapir, est-ce qu'on peut vraiment sortir de l'Union européenne ? Alors oui, c'est effectivement peut-être tout l'enjeu de la réussite du Brexit. C'est de savoir est-ce que l'Union européenne est capable d'accepter qu'on la quitte. Et là, je sens bien que c'est pas tout aussi, c'est pas quelque chose d'évident pour de nombreux dirigeants européens. Je ne parle pas de vous. Vous avez évidemment une position qui est tout à fait respectable. Bon, mais même dans votre discours, vous avez dit à un moment donné, il ne faudrait pas que la sortie de la Grande-Bretagne, d'une certaine manière, donne une idée aux autres. D'une certaine manière, oui et non. C'est-à-dire que tous les pays ont toujours le droit, à un moment donné, de dire on avait passé un accord, aujourd'hui cet accord ne nous convient plus, on en sort. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième point qui est extrêmement important, je vous dis, c'est cette question des référendums. Alors, d'abord, il y a une question de principe. Qu'il puisse y avoir un deuxième référendum, dans l'avenir,
est tout à fait admissible. Mais que ce deuxième référendum survienne 1 ou 2 ans après le premier, non, parce que là, il y a un problème de saturation des ordres du jour dans le débat politique, et quand une décision est prise, elle doit d'abord être appliquée, et si son résultat n'est pas satisfaisant, on peut évidemment là rediscuter. Et un référendum sur les modalités de la sortie, plus Alors, que le sur référendum sortir ou le rester. référendum sur les modalités de la sortie, on voit bien que il y a un principe en démocratie, il ne peut pas y avoir de mandat impératif. Et ça, c'est un principe que nous reconnaissons tous, que l'on soit dans le droit britannique, dans le droit français, dans le droit allemand, tout le monde le reconnaît. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir de référendum sur les modalités de sortie, parce que ça contraindrait par trop le pouvoir du législateur à négocier. Et donc ça, c'est un point extrêmement important. Mais ce que je constate, c'est que c'est l'Union européenne elle-même qui a obligé des pays à revoter. Ça a été le cas de l'Irlande, ça a été le cas du Danemark. Et donc là, il y a quand même bien, si vous voulez, un soupçon, et je dirais même un soupçon fondé, un soupçon justifié, sur le non-comportement démocratique des institutions européennes. Je ne parle même pas de ce qui s'est passé par rapport à la Grèce en 2015, mais je rappelle le fait d'avoir demandé à l'Irlande de revoter immédiatement après le premier référendum, le fait d'avoir demandé au Danemark de revoter, je crois, 18 mois après le premier référendum, c'était des choses qui, d'un point de vue démocratique, étaient hautement discutables. Donc, si vous voulez, pour conclure là-dessus, je dirais que effectivement, ce qui se joue à travers cette négociation du Brexit, c'est de savoir d'abord, est-ce que l'on peut sortir de l'Union européenne, et ensuite une deuxième question, comment peut-on en sortir ? Jeremy Stubbs, justement, demandé de revoter, vous nous dites que vous êtes un rallié finalement au Brexit. J'ai l'impression que les élites anglaises étaient moins dans cette logique-là, assez rapidement pour conclure. Non, il n'y aura pas de deuxième référendum, même s'il y en avait un. Quel en serait le résultat ? Ce ne serait probablement pas très différent. Et Anne a parlé de la division, on serait encore plus divisé. Mais on a l'impression que les élites britanniques, avec des profils comme le vôtre, ont accepté le résultat de ce vote. Est-ce que c'est le cas ? Nous sommes obligés parce que ce référendum, quels que soient ses mérites et ses défauts, c'était un acte du Parlement. Un Parlement souverain. Donc, c'était tout ce qu'il y a de plus respectable. Quant à la situation du Royaume-Uni, après, je pense à Voltaire de Candide, où Candide assiste à l'exécution d'un amiral britannique, et son guide lui explique, c'est pour encourager les autres. Anne Massé, le mot de la fin assez rapidement. Alors peut-être un point, et j'aimerais revenir sur la question du passeport financier, parce que c'est très important pour beaucoup de monde et personne ne l'aborde. Ça apparaît technique, mais c'est important. Je vais faire mon journaliste, je vous donne 1 minute pour sauver le monde. Alors, sur ce point-là, c'est pas tellement un problème de transaction financière. En fait, si on perd le passeport, si les institutions financières, banques ou autres, perdent le passeport financier, qui dépend d'une directive européenne, ils n'ont plus la possibilité de faire de la libre prestation de services temporaires sur le marché européen. Donc ça ne veut pas dire qu'ils ne pourront plus aller sur le marché européen, mais ils devront s'établir, créer des filiales sur place. Donc évidemment, ça n'est pas impossible, les Américains ou d'autres le font, c'est juste quand même beaucoup plus compliqué. Donc ça explique qu'un certain nombre s'établissent là-bas, qu'il y en ait aussi quelques-uns qui s'établissent au Royaume-Uni, plutôt quand même sur au niveau de l'Union européenne, parce qu'il y a quand même encore 450 millions de citoyens. Mais ça en fait, Londres, évidemment, va rester une grande place financière, mais c'est tellement dommage, parce qu'on est complémentaires. Et peut-être que petit à petit, on arrivera quand même, une fois qu'on aura bien établi qu'est-ce qui fait qu'on on fait partage confiance le au chemin. Libre-échange mondialisé aussi pour trouver c'est pas d'autres simplement structures. Ça. Il y a d'autres aspects, par exemple la coopération en matière de sécurité ou de défense. Il y a des choses qui intéressent tous les citoyens, pas juste les consommateurs. Et je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Je vous remercie. À tous les citoyens et pas seulement consommateurs qui nous écoutent, merci d'avoir été avec nous. Anne Massé, Jeremy Stubbs, merci à vous deux d'être passés par notre studio. Merci bien sûr aussi à vous, Jacques Sapir, et à tous nos auditeurs qui peuvent retrouver cette émission en vidéo sur la page YouTube de Spoutnik France et sur notre site. Vous connaissez l'adresse fr.spoutniknews.com. Un numéro préparé avec l'aide précieuse de Jean-Baptiste Mendes, à la technique
Pipo Picci, Thibaut Piquin vous donne rendez-vous au prochain épisode de Russe Europe Express avec Jacques Sapir. En attendant, faites pas vos Jacques. Salut à tous. This is not a method. This is provocation. Let them do. No, no, no.